Je m'appelle Christophe. Je vais essayer de résumer les différentes possibilités d'acheter en Thaïlande un bien immobilier. Pour résumer, il y a trois façons d'acheter un bien immobilier en Thaïlande. La première concerne peu de gens, elle concerne les gens très riches. Il s'agit d'investir 1 million d'euros, 40 millions de bahts, dans des activités du Board of Investment, BOI. Cet investissement ouvre le droit à l'achat d'un rail de terrain dans des districts précis, celui de Pattaya, de Bangkok, de Koh Samui ou de Phuket. Cet achat sera malgré tout soumis à l'approbation du Land Département, mais en règle générale, comme il y a une recommandation du BOI, la transaction a lieu et le titre de propriété peut être mis au nom d'un étranger. C'est le seul cas où le titre de propriété d'un terrain peut être mis au nom d'un étranger. La deuxième possibilité d'acheter concerne beaucoup plus de gens. C'est d'acheter dans un condominium, c'est-à-dire un immeuble. Il s'agit d'immeubles détenus à 51% par des Thaïlandais. Les 49% restants peuvent appartenir en nom propre à n'importe quel étranger. Le sol sur lequel est situé l'immeuble sera toujours la propriété des 51% de propriétaires thaïlandais. Et dès que l'un d'entre eux veut vendre son appartement, il est obligé de le vendre à un Thaïlandais pour que la proportion 51-49 reste conservée. Donc là, on peut acheter un appartement pratiquement partout en Thaïlande, en pleine propriété, au nom d'un étranger. La troisième et dernière solution, c'est celle la plus utilisée par les grands groupes immobiliers qui investissent dans des hôtels ou par des gens qui veulent rester ici un certain nombre d'années. Il s'agit d'une location longue durée, c'est un bail de 2 fois 30 ans, en principe 3 fois 30 ans, mais là, le deuxième renouvellement n'a pas encore été approuvé et il n'y a pas assez d'ancienneté, d'antériorité là-dessus. Mais par contre, tous les Land Départements se sont engagés à renouveler au bout de 30 ans. Ce qui signifie qu'on est en fait non pas propriétaire du terrain, mais locataire du terrain, avec les mêmes droits que le propriétaire. Ce bail de location de 30 ans x 2 est adossé au titre de propriété et donne exactement les mêmes droits que ceux de la propriété. C'est-à-dire que le propriétaire du terrain ne peut pas vendre, ne peut rien faire. C'est le locataire qui a la jouissance complète du terrain pendant 30 ans, renouvelable une fois. Je dois juste préciser que ce titre de location, ce bail de location, est transmissible à des héritiers et il suit la courbe du marché. C'est-à-dire qu'on peut acheter un terrain nu, y bâtir ce que l'on veut dessus. La valeur du bail vaut probablement aujourd'hui l'équivalent du neuf. Et compte tenu du fait qu'à Koh Samui, le marché immobilier est toujours en hausse, en réalité, le fait que le bail diminue avec les années est compensé par la hausse de l'immobilier. Pour résumer, quelqu'un qui aura acquis un terrain avec une maison dessus pour 4 millions de bahts pour un contrat de 60 ans, en réalité, au bout de 30 ans, il ne lui restera que 30 ans de bail, mais dans 30 ans, le bien ne vaudra plus 4 millions, mais il en vaudra certainement 12 ou 15. Donc cette troisième manière, la location longue durée, est la manière la plus appréciée par les Land Départements et par le ministère de l'économie en Thaïlande. Et il permet aux Thaïlandais de rester maîtres de leur terrain, tout en permettant à un touriste de pouvoir user du terrain pendant 1, 2, voire 3 générations, en ayant exactement les mêmes droits qu'un propriétaire. C'est la solution que recommandent tous les avocats sérieux. Voilà, ça c'était pour l'immobilier. On va continuer pour tout ce qui est des affaires. La création d'une compagnie en Thaïlande ressemble de très près à la création d'une compagnie en France ou en Suisse. Le droit thaïlandais, le droit civil thaïlandais est complètement calqué sur le droit français. Le droit pénal, lui, ressemble beaucoup plus au droit américain, et le droit civil est très proche du droit français. Ici, il existe donc des Private Limited Company qui correspondent à des SARL en France, sociétés à responsabilité limitée. Elles doivent être d'un minimum de 2 millions au niveau du capital, et on est responsable sur les dettes qu'à hauteur de ce capital. S'il y a des dettes supérieures à 2 millions, et que le capital est de 2 millions, personne ne peut rechercher la responsabilité du chef d'entreprise au-delà de cette somme de 2 millions. Ça correspond à une SARL chez nous. Il y a une manière plus simple, parce que je dois le préciser, la Private Limited Company a également il y a des incidences sur la création d'emplois. Un étranger qui est propriétaire d'une entreprise de ce type-là est obligé de créer 4 emplois par emploi étranger. Donc si lui-même souhaite avoir un permis de travail, il va être obligé d'embaucher au moins 4 salariés de taille. Il est possible de passer par un biais beaucoup plus facile. On appelle ça une partnership. Il n'y a pas de capital minimum. On peut créer une partnership avec 5000 bahts. Par contre, comme en France, pour les auto-entrepreneurs,
ou pour les entreprises qui sont en nom personnel, la responsabilité en cas de dette est totale. C'est-à-dire que si l'entreprise a 3 millions de dettes, le propriétaire de la partnership peut être recherché en responsabilité sur la totalité. Cette deuxième manière, la partnership, est la plus utilisée dans tous les petits shops, salons de massage, shops, restaurants, petits hôtels, magasins qui vendent des fringues, magasins qui vendent des chaussures, parce que ça ne nécessite pas de bloquer 2 millions de bahts. 2 millions de bahts, c'est quand même 50 000 euros. Donc on peut démarrer une petite partnership avec 5 000 euros de capital, il n'y aura aucun souci. Il est impératif en Thaïlande, lorsque l'on crée une entreprise, de passer par le biais d'un avocat. On ne peut pas faire les démarches soi-même, à moins de parler couramment le thaï et de le lire et l'écrire. Mais sinon, il faut passer par un cabinet d'avocats. La majorité des cabinets d'avocats dans les zones touristiques, Phuket, Samui, Pattaya, Bangkok, sont des cabinets extrêmement sérieux et ils sont capables de faire toutes les démarches et d'assurer ensuite la totalité de la comptabilité. Les autres manières de créer des sociétés sont des manières qui ressemblent à celles qu'on a en Europe. Société anonyme à capitalisation boursière, ce sont des entreprises qui ont impérativement des capitaux extrêmement élevés, dépassant les 10 millions de bahts. Donc, pour tout ce qui est création d'une entreprise toute simple, le plus facile, c'est la partnership ou la private limited company. Ce sont deux entreprises qui fonctionnent exactement avec les mêmes systèmes que les systèmes européens. Comptabilité, obligation de fournir un bilan comptable, obligation de payer des taxes et aussi de fournir, le cas échéant, quand il y a des salariés, le relevé des fiches de salaire, etc. Tout ça, en règle générale, est géré par un cabinet d'avocats. Voilà. Là, j'ai en gros résumé la manière dont on peut créer un business ici. Je conseille à toute personne souhaitant créer un business ou acheter un bien immobilier de passer par un cabinet d'avocats. C'est vraiment impératif. Et il faut se méfier de tous les agents immobiliers qui, eux, poussent à la création de compagnies fictives qui vont devenir propriétaires du terrain, mais qui en réalité n'ont aucune activité. Les landes départements connaissent parfaitement ce système, le système ce qu'on appelle des nominis, c'est-à-dire... Prête-noms, hein. Pardon? Des prête-noms. Des prête-noms, en français des prête-noms. Ce système-là est interdit par la loi thaïlandaise. La Cour de cassation en Thaïlande a déjà statué en 2004, 2008, 2009, 2011. Il est interdit d'acquérir du sol au nom d'une propriété. Personne ne dira rien au moment où ça se fait, mais du jour au lendemain, le land département peut vous demander de revendre votre bien immobilier, vous avez 12 mois pour le faire. Donc il est impératif d'éviter cette formule. C'est la formule conseillée par les agents immobiliers. C'est la formule déconseillée par tous les gens sérieux. Et je le rappelle, toutes les entreprises à gros capitaux qui investissent en Thaïlande passent par un système de location longue durée ou investissement dans OBOI. Mais jamais elles ne passent par le système d'une compagnie dormante, fictive, dont on détient 49% des parts mais 90% des droits de vote. Tout ça est totalement illégal. L'a été reconnu déjà par la Cour de cassation thaïlandaise à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment un système à éviter et à oublier le plus vite possible. Pour sécuriser un achat immobilier ici, il est impératif de passer par un contrat de location longue durée. Il offre les mêmes garanties et les mêmes droits qu'un propriétaire. C'est surtout la manière de ne pas avoir de soucis pendant les 10, 20, 30 ans qui suivent. Une compagnie fictive, c'est une compagnie où on ne dormira jamais tranquille. Du jour au lendemain, un inspecteur du land département peut venir vous dire qu'est-ce que fait votre entreprise, quel est son chiffre d'affaires, quelle est son activité. Si son activité est uniquement de détenir un terrain, c'est illégal et ça a été reconnu comme tel par toutes les juridictions thaïlandaises. Contrairement à ce qui peut être écrit dans différents petits magazines que l'on trouve sur l'île ou à Phuket, qui sont en général des magazines, pour ce qui est de celui que j'évoque à Samui, magazines tenus par un agent immobilier. Donc voilà. Et en tant qu'affaire ici, quelles seraient les vraies opportunités ici? Les opportunités ici à Samui, pour travailler pour son compte ici, c'est avant toute chose des marchés qui n'existent pas. Là, il existe quasiment tout sur Samui et en suroffre. Restauration, hôtellerie, laundry, magasin de fringues, salon de massage, tout ça, il y en a à profusion ici. Donc en racheter un nécessitera forcément d'acheter un emplacement avec un fort passage et ce sera forcément cher. Toute compagnie ici qui est vendue pas cher est forcément une compagnie qui n'a pas de chiffre d'affaires, ou peu de chiffre d'affaires, ou qui a des problèmes. Voilà. Donc les business à créer ici sont à mon sens des business où il n'y a personne encore sur le marché.
Et si on vient créer quelque chose sur un marché qui existe déjà, il est impératif d'étudier le marché, de passer 3-4 mois à étudier le marché pour avoir les mêmes éléments qu'en France ou qu'en Europe. Pour résumer, il n'est pas plus facile de créer une affaire en Thaïlande qu'en Europe, c'est pas plus difficile non plus, mais ça répond exactement aux mêmes règles de marché. Il faut faire une étude de marché, vérifier qui sont les clients, qui va payer, quand et quelle est la trésorerie dont on dispose pour pouvoir éventuellement supporter un démarrage lent d'une activité qui est peut-être nouvelle par exemple, mais qui sera, si elle est nouvelle, forcément plus rentable qu'une entreprise qui existe déjà ici et qui, si elle a les bénéfices, elle sera vendue très très cher. Les entreprises ici qui marchent bien, les restos qui marchent bien, les hôtels qui marchent bien, très cher à l'achat. Tout ce qui coûte pas cher, en règle générale, c'est qu'il y a eu 10, 15, 20 propriétaires sur les 5 dernières années. Ça arrive souvent, comme tu as dit, que les Français, entre Français... Les étrangers, en règle générale, pas seulement les Français, les Américains, les Japonais, ils se donnent les Européens particulièrement, viennent ici, achètent des petits business pour 5, 10, 15 000 euros, et en règle générale, passent 6 mois ou 1 an à perdre des sous avant d'essayer de trouver un autre pigeon en fait, à qui refiler le bébé. Voilà. Mais il ne faut pas se tromper. À Samui, à Pattaya ou à Phuket, ce sont les endroits où le tourisme est implanté depuis plus de 20 ans. Ce qui signifie que toutes les entreprises qui existent, soit elles gagnent vraiment des sous, et si elles sont à vendre, elles seront à vendre cher, soit ce sont des entreprises qui perdent des sous, et à ce moment-là, essayer de la remonter, ça nécessite d'avoir un peu plus d'énergie que lorsqu'on crée une entreprise. Et j'ai eu le dernier détail pour la reprise d'une entreprise ici. Il est impératif d'essayer d'avoir l'historique de l'entreprise les 2 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé, parce que ça peut être une entreprise qui fonctionne avec les résidents, et il n'est pas exclu que lorsque on vend une entreprise de ce type-là, les résidents quittent la clientèle, se désagrègent pour aller sur les autres, ce qui signifie qu'on rachète un fonds de commerce ou un pas de porte qui n'a peut-être pas de valeur. Donc il faut faire extrêmement attention quand on achète un bien ici, un local ou une entreprise, il faut vraiment vérifier la comptabilité. En principe, c'est pas juste un principe, la comptabilité est obligatoire en Thaïlande, ce qui signifie que tout propriétaire d'un shop, même d'une petite lavanderie ou d'un petit salon de massage, est tenu d'avoir une comptabilité. Si lorsqu'on l'achète, il prétend ne pas en avoir ou la tenir un petit peu au hasard, il faut partir en courant, c'est que c'est une entreprise qui n'est pas sérieuse et elle ne vaut implicitement rien du tout. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de comptabilité ne peut pas prouver ni les bénéfices, ni quoi que ce soit. Et ici, les salons de massage, les petits restos, les petites gargotes, les tout petits resorts, c'est généralement ce qui se passe. C'est-à-dire que le propriétaire européen vous dit « Oh mais ici, il n'y a pas besoin de tout ceci, il n'y a pas besoin de tout cela ». Il est certain qu'en Thaïlande, il y a moins de contrôle qu'en Europe. Et quand il y a un contrôle, les sanctions sont exactement les mêmes. Donc il est impératif à mon avis, d'avoir le même sérieux que si on crée une entreprise en Suisse ou en France. Ok. Il n'y a pas de raison que ce soit plus simple. Ça n'est pas plus difficile non plus, je veux rassurer aussi, c'est pas plus difficile non plus. Il y a des vrais marchés ici, il y a des marchés de toutes sortes. Il y a de plus en plus d'étrangers qui arrivent en Thaïlande et qui arrivent à Koh Samui. Ce qui signifie que si on a une idée qui a un peu d'originalité, il y a de fortes chances qu'elle ait du succès. Et créer l'entreprise elle-même, tout ce qui est administratif et technique sera réglé par le cabinet d'avocats. Il n'y aura pas de nécessité de faire des démarches soi-même. Voilà, en gros, j'ai résumé. Ok, très bien. Et concernant le prix moyen d'un petit terrain à Koh Samui, ça varie beaucoup. Ça varie suivant l'emplacement. La construction d'un bungalow, combien ça coûte un petit bungalow? La construction, ça c'est relativement simple. La difficulté, c'est le terrain. Le terrain, si on prend les 2 grosses plages les plus connues de Koh Samui, qui sont Chaweng et Lamai, tous les terrains à l'intérieur de ces 2 plages sont des terrains qui montent jusqu'à parfois plusieurs millions de bahts. Le rail, un rail, c'est 16 arts, 1600 mètres carrés. C'est une assez grosse surface déjà. On peut acheter des demi-rails, des quarts de rail, 400 mètres carrés, 800 mètres carrés. Tout dépend de l'utilisation qu'on veut. Le prix moyen, c'est combien d'un rail? Le prix moyen d'un rail ici à Samui, c'est de l'ordre de 2 millions de bahts, 50 000 euros à peu près. 16 arts pour 50 000 euros. D'accord. Maintenant, on s'éloigne de la maille et on va à 4 km, le prix moyen d'un terrain va tomber à 500 000 bahts. Okay. Si on va un tout petit peu à l'intérieur de l'île, on peut trouver des terrains à 200 000 bahts, c'est-à-dire 5 000 euros, 6 000 francs suisses pour un rail de terrain. Donc tout dépend de la localisation. Il est évident que tous les coteaux avec vue mer ont atteint des prix extrêmement élevés et on touche parfois 4-5 millions de bahts le rail, c'est-à-dire 100 000 euros, les Césars, même si on est encore loin des prix européens, suisses ou français, mais ça commence à être des prix relativement élevés. Et, sur le reste du pays, il suffit de sortir du pays
Et là, il faut avoir la capacité de s'intégrer dans un environnement qui ne sera pas un environnement touristique. Là, le prix des terrains varie de 100 à 150 000 bahts, c'est-à-dire entre 2500 et 3500 euros. Le rail, c'est-à-dire 16 arts de terrain. Ok, très bien. 40 par 40. Ok. Et un bungalow, il coûte combien, prix moyen d'un En bungalow? termes de construction, il y a beaucoup de sociétés de construction à Koh Samui. Un bungalow avec 2 chambres climatisées, salon séjour, une salle de bain, le coût de revient va être de l'ordre de 2 millions, c'est-à-dire environ 50 000 euros pour un standard européen. Très bien. Pour un standard taille, c'est-à-dire avec... là, on est dans une technicité beaucoup moins intéressante pour ce qui est de la durée. C'est-à-dire que ce sont des biens immobiliers qui ne vont pas durer 30 ans ou 40 ans. On descend à 500, entre 500 000 et 1 200 000 bahts pour le prix pour un bungalow d'une, on va dire, 80 mètres carrés en gros. Très bien. Pour prendre un prix moyen, ici construire une maison d'environ 100 mètres carrés avec une bonne technicité, avec des normes européennes pour ce qui est des écoulements, pour ce qui est de la construction elle-même, il faut compter entre 2 et 3 millions d'euros de bahts au maximum, soit entre 50 et 70 000 euros. On est sur le prix maximum. D'accord. Et si on sort des endroits touristiques, construit pour 2 millions de bahts, soit à peu près 50 000 euros, nous avons construit une maison sur le continent qui fait 250 mètres carrés. Oh, joli. On est en zone touristique ici. Koh Samui est devenu le Saint-Trope de la Thaïlande. Donc les prix ont grimpé sur les terrains, sur les bungalows. Mais si on prend le temps de trouver un terrain, de le louer pour 60 ans et de bâtir soi-même un bungalow, c'est une opération qui ne dépasse pas les 100 000 euros. Elle est même, à mon avis, largement inférieure à 100 000 euros. On va se situer entre 70 et 80 000 euros. Ok, très bien. Et pour un bien de qualité, hein, parce que on trouve à Koh Samui des biens de qualité. Et ça fait Et ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 10 ans cette année. Et quels sont les avantages et désavantages depuis que tu es là? Qu'est-ce que tu as ressenti de Koh Samui? Alors c'est pas tellement de Samui, c'est plus de la Thaïlande. La Thaïlande en général alors? C'est le pays, sa religion, c'est son peuple qui me plaisent beaucoup. La vie à Samui et la vie en Thaïlande, y compris à Bangkok et y compris quand on travaille, moi je travaille ici, il y a une notion qui n'existe pas en Thaïlande et qui est une notion particulièrement développée en Occident, c'est le stress. Ici il disparaît. Ici on ne peut pas travailler dans le stress. Ni les employés, ni le patron ne sont stressés ici. Le patron finira par ne plus être parce que les employés ne le seront pas. Et c'est une notion qui est importante. Il n'y a plus de cette espèce de pression permanente, quel que soit le niveau où on travaille, il n'y a plus cette pression permanente qui fait qu'on a peur de perdre son job, qu'on a peur d'être viré ou de ne pas avoir bien fait son travail. Ici, il n'y a pas tellement de stress. Après, les avantages, je peux en citer 50. Le climat est exceptionnel, vraiment exceptionnel. L'accueil et la gentillesse du peuple thaï sont légendaires et c'est pas du tout une légende, c'est une réalité quotidienne et elle est encore plus marquée quand on quitte les zones touristiques. Les Thaïlandais sont des bouddhistes, ce sont des gens particulièrement intéressés par l'autre et ils sont curieux de nature, extrêmement gays. Ce sont des gens pour qui la vie doit être sanouk, on dit sanouk, ça veut dire la vie doit être drôle. Ils aiment s'amuser, ils aiment faire la fête. Ce sont des gens qui n'aiment pas les conflits. Les conflits se règlent toujours en douceur, entre autres grâce au sourire, ou alors dans la violence extrême, mais c'est rarement des conflits avec des étrangers. C'est des conflits entre Thaïs et entre gens d'un même village. Mais les Thaïlandais sont des gens qui n'apprécient pas particulièrement la violence. Et je pense qu'à population égale à la France, un peu plus de 60 millions d'habitants, le niveau de la criminalité en Thaïlande est certainement largement inférieur à celui qu'on trouve en France. Parce que les Thaïlandais n'ont pas l'habitude de régler leurs problèmes à coups de baston. Quand ils règlent leurs problèmes, ils essaient de les régler d'abord en douceur. Et s'énerver, frapper, c'est également perdre son sang-froid. C'est également perdre son sang-froid. Ici, perdre son sang-froid, c'est presque une honte. Ce qui fait qu'en public, par exemple, jamais deux personnes qui ont un conflit ne vont le régler devant les autres. Elles vont le régler au calme, entre quatre yeux.
ça c'est une vraie douceur de vivre, de ne pas être soumis à une pression de violence permanente. Permanent, ouais. Ok. Les Thaïlandais ont une gastronomie exceptionnelle, une culture du bouddhisme qui leur est propre. C'est pas le bouddhisme classique, c'est un bouddhisme khmer, mais qu'ils vivent au quotidien. Et c'est un bouddhisme qui fait que tous les matins, un Thaïlandais se lève en se disant il faut que je fasse quelque chose de bien aujourd'hui dans ma journée pour quelqu'un d'autre. Et dernière notion, la notion de famille ici est primordiale. Ici, la famille compte, les grands-parents, les parents, les gens vivent encore entre eux et s'occupent il n'y a pas de système de retraite, de sécurité sociale, ce qui fait que les anciens sont pris en charge par les descendants. Et ça se fait de manière très naturelle et c'est un vrai plaisir de voir ça. Merci beaucoup en tout cas. Je t'en prie. Et à tout bientôt en tout cas. Et félicitations encore pour ton cadeau d'anniversaire d'hier. Merci.